Salam alaikum. Bonsoir, bon après-midi. On démarre cette séance d'aujourd'hui relative à la troisième vidéo des brèves du management. Et donc le thème qui a été choisi, c'est le processus managériel. Je rappelle que pour les deux vidéos passées, nous avons traité le concept du management et nous avons traité les approches managériales. La vidéo d'aujourd'hui s'inscrit dans le cadre du processus managériel et c'est en fait la troisième approche d'après les années 70 qui est une approche systémique. En d'autres termes, qui considère l'entreprise ou toute autre organisation comme un système. Pour vous simplifier un peu la donne, l'être humain est un système. Il a une frontière, plus ou moins ouverte. Quand je respire et je transpire, c'est que j'échange avec mon environnement externe. Deuxième élément, c'est que l'être humain est composé de sous-systèmes. Le système respiratoire, digestif, sanguin, nerveux, et donc il y a des éléments qui sont bien classés et dénombrés. Autre élément qui caractérise un système, c'est qu'il doit y avoir un réservoir de stockage. Dans notre cas de figure, l'être humain toujours, il y a un cerveau pour le stockage des informations, des souvenirs. Il y a un poumon pour le stockage de l'air, et ainsi de suite. De même pour une entreprise. Les éléments que je viens de citer sont structurels. On peut les simplifier dans le concept organigramme. Chaque organisation a un organigramme. Elle a des pouvoirs. De l'autre côté, pour caractériser que cette organisation fonctionne, il faut des flux d'entrée-sortie qui peuvent être physiques, financiers ou informationnels. Bien évidemment, pour que ces flux fonctionnent, il faut que quelqu'un prenne des décisions. Dans le cas des entreprises, c'est le DG, le directeur général ou le directeur des fonctions. Et il faut une rétroaction, c'est-à-dire que le message a été bien reçu. Cela signifie la coordination. Donc, toute organisation, à l'instar de l'être humain, est un système. Pourquoi je rappelle ceci? Hier, nous avons dit que le management, c'est la résolution des problèmes. Et pour résoudre un problème, il faut prendre en considération les données internes à l'organisation, l'entreprise, et également prendre en considération les informations externes et les données qui viennent de l'extérieur. C'est ce que nous appelons analyser l'environnement interne et analyser l'environnement externe. Où est le processus donc? Ici, on est en train de parler du management stratégique. Quand on fait de l'analyse interne puis externe, c'est que l'on est en train de comprendre notre environnement afin de trouver une solution. La solution, on va l'appeler stratégie, la stratégie. Maintenant, je reviens un tout petit peu pour le concept analyse. Qu'est-ce que nous entendons par analyse de l'environnement interne et de l'environnement externe? L'analyse de l'environnement interne, et nous prendrons le cas de l'entreprise cette fois-ci, revient à la découper en sous-systèmes. Fini l'ère de la boîte noire, où l'on voit seulement les flux entrants, par exemple la farine, et les flux sortants, par exemple le pain. Maintenant, il faut comprendre comment est fabriqué le pain, où est entré le blé, ou plutôt la farine, quel est le processus par lequel elle a été modifiée, comment il a été vendu et par la suite comment il a été livré. Ce qui nous rapporte à une petite analyse de Michael Porter, l'un des grands théoriciens du management, qui stipule que une entreprise, on peut la diviser en deux grandes fonctions, deux grands types de fonctions. Les fonctions dites principales, verticales,
technique, opérationnel. Il commence par la logistique interne, la logistique externe, la production, la commercialisation et les services. Autrement dit, il y en a cinq fonctions principales. Quand le blé va arriver à la porte de la boulangerie, on va le faire entrer à l'intérieur après sa vérification et on va le stocker. La fonction qui se charge de ceci, c'est la logistique interne. Par la suite, il doit être affecté. Il doit être affecté aux ateliers pour qu'il soit moulu, pour qu'il soit traité et pour que l'on fabrique du pain ou tout autre, bien évidemment, produit. Entre parenthèses, que l'on peut qualifier de final dans ce cas de figure de la boulangerie. Cette fonction-là s'appelle la fonction production. La fonction production se charge de la transformation de notre farine en pain en utilisant des moyens qui sont les ressources humaines et le matériel. Maintenant, une fois que on a terminé ceci, le pain doit être vendu. Et donc, on a besoin d'une fonction commerciale. La fonction commerciale peut aller jusqu'au niveau de service après-vente. Et pour livrer le pain, on le livre grâce à la logistique externe si l'on considère que la boulangerie ne vend pas sur place, mais elle vend ailleurs. En fin de compte, les services, c'est quand vous garantissez par exemple votre produit auprès de votre client final. Je prendrai un autre exemple. Si vous vendez à quelqu'un une télévision ou un réfrigérateur, vous devez le garantir pendant au moins une année. Pour le deuxième type de fonction, c'est la fonction que nous appelons d'appui horizontal, de soutien. Ces fonctions-là sont en nombre de 4, à commencer par la direction générale et les fonctions rattachées. Chez Michael Porter, on les appelle l'infrastructure. Quels sont les services rattachés? C'est la planification, l'audit et d'autres services tels que la comptabilité. Deuxième fonction horizontale, c'est les ressources humaines. Troisième, c'est la recherche-développement. La dernière, c'est l'approvisionnement. Fini l'analyse interne. Pourquoi on s'est intéressé? Pour connaître nos forces et nos faiblesses. Si quelque chose ne marche pas dans la production, c'est grâce à cette analyse que nous allons la détecter. Et ainsi de suite, bien évidemment. Maintenant, je vais aller vers l'environnement externe. Et nous sommes encore avec le management stratégique. L'environnement externe, pour rappel, il y en a l'environnement macroéconomique, c'est-à-dire le global, et il y a le niveau mésoéconomique, c'est-à-dire mon secteur d'appartenance. Si je suis par exemple un fabricant de café, donc mon secteur d'appartenance, c'est le secteur café. On va tout d'abord commencer par le macroéconomique et descendre vers le mésoéconomique. Dans le macroéconomique, c'est l'État, avec ses relations externes. Un outil principal que j'avais enseigné à mes étudiants et que je partage avec vous et qui est enseigné à l'international, c'est l'outil PSL. P pour politique, E pour économique, S pour socioculturel, T pour technologique, E pour écologique et L pour légal. Ainsi, dans un pays, on s'intéresse à sa stabilité politique, on s'intéresse aux informations essentielles en matière d'économie, telles que par exemple le taux de croissance ou le taux de chômage. On s'intéresse aux caractéristiques socio-économiques, le pouvoir d'achat à titre d'exemple, la démographie. On s'intéresse à la donne technologique, est-ce que l'on peut disposer des machines nécessaires, de l'énergie nécessaire et ainsi de suite. On s'intéresse à l'écologique,
c'est-à-dire l'arsenal juridique dans ce cadre-là. Et en fin de compte, n'oublions pas le légal. Et dans le légal, comme je le fais tout le temps, c'est, je rappelle, avec la loi de finances. La loi de finances, par exemple celle de 2019 au Maroc, va apporter des dispositions juridiques en matière de fiscalité et autres, et ce qui va impacter d'une manière ou d'une autre la vie d'une entreprise. J'ajoute à ce modèle-là, Pestel, un grand I pour international, parce qu'auparavant, dans Pestel, on intégrait l'international dans les autres variables, c'est-à-dire le politique, l'économique et ainsi de suite. Toutefois, avec l'effort que fait les Chinois dans le monde entier, on avait constaté que l'international doit être traité d'une manière séparée. Un deuxième outil qui peut remplacer ou compléter le Pestel, c'est ce que nous appelons le diamant de Michael Porter. Je ne vais pas trop détailler le diamant de Michael Porter parce que je considère que le Pestel est assez suffisant et je vais vers le deuxième niveau, celui de la mésoéconomie. Ce qui est de la mésoéconomie, c'est-à-dire mon secteur d'appartenance, et je vais prendre l'exemple de tout à l'heure, celui du café, la première variable à prendre en considération dans un modèle également de Michael Porter qui s'appelle le modèle des rivalités élargies, ou tout simplement 5 plus 1. 5 plus 1, c'est-à-dire 5 variables plus une nouvelle variable. La première variable, c'est l'intensité concurrentielle. Est-ce que j'ai beaucoup de concurrents ou peu de concurrents dans mon secteur? Cela signifie qu'il faut prendre en considération et faire attention à vos concurrents directs. Puisque je suis dans le café, mes concurrents directs, ce sont les personnes qui fabriquent le café. Mes concurrents indirects, c'est-à-dire ceux qui peuvent remplacer le café tel que le thé. Mes concurrents sur la matière première, et dans ce cas de figure, le café peut être utilisé pour être bu comme il peut être utilisé pour d'autres fins, telles que par exemple la fabrication des biocarburants. Et là, c'est les concurrents sur matière première. Quatrième type de concurrents, c'est les concurrents alliés. Mes concurrents alliés, ce sont des personnes ou des concurrents qui fabriquent la même chose que moi, mais qui ont mis la main dans ma main afin d'éviter la concurrence des autres. C'est la première variable que nous appelons l'intensité concurrentielle. La deuxième variable, c'est le pouvoir des fournisseurs. Si j'ai à acheter le café d'un seul fournisseur sur tout le territoire, c'est qu'il a le monopole. Il va m'imposer le prix qu'il veut. S'il y en a plusieurs concurrents, dans ce cas, je gagne dans la bataille et je peux négocier mieux. De l'autre côté, et c'est la troisième variable, de même pour les clients. Un client a un pouvoir. Si je dois vendre à un seul client, par exemple à l'État, il va m'imposer les prix qu'il veut. Par contre, si j'ai plusieurs clients, dans ce cas, j'impose ma règle. Quatrième variable, c'est les produits de substitution que j'avais signalés tout à l'heure. Cinquième variable, c'est la possibilité d'entrer d'autres personnes concurrentes sur mon marché. Et en fin de compte, vous allez me dire quel est le plus 1. Le plus 1, c'est l'action de l'État. C'est-à-dire, quand l'État intervient dans un secteur, il influence beaucoup ce secteur. S'il m'aide, par exemple, moi, en me donnant des subventions, sans les donner à mon concurrent, c'est que j'ai une force supplémentaire pour le battre. Terminer l'analyse de l'environnement externe et nous l'avons analysé afin de savoir les opportunités et savoir également les menaces qui existent dans cet environnement. Les deux éléments que je viens d'analyser, c'est-à-dire l'environnement interne et l'environnement externe, me permettent de trouver ma solution. J'avais précisé que la solution s'appelle stratégie. Maintenant que vous avez votre stratégie, c'est-à-dire que vous avez fait votre choix, ce choix peut être que je vais mener la bataille par innovation, je vais la mener par réduction de coûts,
c'est-à-dire la réduction des prix, ou je vais la mener par la qualité. Je vais maintenir les prix, mais je vais améliorer la qualité. Tout ça, c'est des stratégies. Maintenant, il faut les programmer. Et c'est là que nous descendons à un deuxième niveau du management dans son processus. C'est ce que nous appelons le management opérationnel. Le management opérationnel, c'est à l'instar de cette chambre où je me trouve, où il y en a 4 coins. Généralement, n'importe quelle maison, n'importe quelle construction, a 4 piliers. Il peut être construit sur un seul, ou sur 2, ou sur 3, mais de préférence qu'il soit sur 4. Les 4 piliers du management opérationnel sont les suivants. 1. La planification, c'est-à-dire fixer des objectifs dits SMART, simples, mesurables, réalisables, achevables et timés. C'est ce que nous appelons SMART. En d'autres termes, votre choix doit être décliné sous forme d'objectifs qui sont chiffrés pour les atteindre et vous devez les programmer. Deuxième étape, une fois que vous avez fixé vos objectifs, je prendrai l'exemple, et puisque vous êtes essentiellement, et la plupart qui me suivent, c'est des étudiants, l'objectif, c'est de réussir ma licence en 3 ans, pas plus, pas moins. Ça, c'est un objectif qui paraît a priori réalisable, simple, mesurable, achevable et timé. Je vous demande, qu'est-ce que vous allez faire pour atteindre votre objectif de réussir en licence fondamentale ou licence professionnelle, peu importe, en 3 ans? Il faut mettre les moyens, il faut mettre le paquet. C'est ce que nous appelons l'organisation. Il faut s'organiser et c'est la deuxième étape de votre management opérationnel. Mobiliser les moyens, c'est un élément essentiel. Mais non seulement les mobiliser, mais bien les agencer, c'est-à-dire les mettre dans l'ordre qu'il faut. Troisième élément, supposons que vous avez le PC, vous avez les bouquins, vous avez tout, vous avez la nourriture, vous avez vos parents qui vous aident. Maintenant, c'est à votre tour de s'activer. C'est ce que nous appelons en processus activation. Qu'est-ce que activation? Activation, tout simplement, il faut être motivé pour le faire. Et comme dit l'adage marocain, et je vais le dire au Darija, le fiaq bkri, bidheb mishri. Et donc, c'est la troisième étape. Et de temps en temps, une fois et avant de terminer ta première année, ce que fait également l'entreprise ou toute autre organisation, où il faut contrôler quel est le chemin qui est parcouru et est-ce que l'on peut encore atteindre notre objectif dans les 3 années. Et dans ce cas, on parle du 4e élément du management opérationnel, à savoir le contrôle. Ainsi, pour récapituler, pour cette minute restante, et puisque je n'ai pas reçu des questions particulières de votre part, je rappelle que le processus managériel, on ne peut en parler que si nous sommes dans une approche particulièrement systémique. Deuxième élément, il faut faire une analyse interne et externe. L'interne, je cherche mes forces et faiblesses, et en externe, je cherche les opportunités et menaces. Là, j'obtiens ma stratégie, et cette partie-là, on l'avait appelé le management stratégique du processus, bien évidemment, managériel. Une fois que vous avez fait votre choix, vous passez à sa planification, son organisation, l'activation ou sa direction, ce qu'on appelle également la GRH, et vous concluez par un contrôle qui peut être à mi-chemin, qui peut être a priori, ou qui peut être également à la fin. Si vous le faites à la fin, on peut dire que c'est trop tard parce que ce n'est qu'un contrôle budgétaire qui ne permet pas d'agir au temps réel. Pour ce, je remercie toutes les personnes qui m'ont suivi aujourd'hui en direct. Je remercie les personnes qui vont suivre ultérieurement cette vidéo. Désolé si la qualité n'est pas au point, tout simplement parce que déjà, pour être avec vous dans le monde bleu, on n'est pas encore au point dans les caméras, mais j'estime
que le message passe quand même entre nous et que vous êtes plus ou moins bien préparés maintenant pour votre examen. Je commence par ceux qui sont sur Rabat et qui vont commencer bientôt le 25 décembre 2018 et les autres qui n'ont pas encore leur programme d'examen. C'est l'occasion de voir ces vidéos à distance pour en bénéficier. Demain, à 21h, pardon, nous aurons notre dernière vidéo et cette vidéo va traiter le manager en comparaison avec le leader. La durée estimée de cette vidéo numéro 4 serait de 10 minutes. Donc, soyez nombreux à la regarder et ça serait une dernière occasion pour poser vos questions si vous en avez. On peut ouvrir après les 10 minutes une fois à questions, si j'ai des questions en commentaire. Sinon, bien évidemment, je vous souhaiterai demain bonne chance. Merci à vous et à demain, Inch'Allah.